Je m'appelle Stéphanie, j'ai 45 ans et je suis mère de 2 enfants. En 1980, j'étais élève de CM2 dans cette école. Petite fille naïve et timide, mon rapport à l'école a changé lorsque j'ai rencontré mon instituteur Gérard. Grâce à lui, j'ai retrouvé confiance en moi. Il m'a donné le goût des mots et m'a permis de m'affirmer. Aujourd'hui, 36 ans plus tard, j'aimerais le remercier pour tout ce qu'il m'a apporté. Bonjour Stéphanie, merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonjour Sophie. C'est vous qui avez répondu à notre appel à témoins car vous souhaitiez rendre hommage à Gérard. Gérard, c'est un professeur qui a beaucoup compté dans votre parcours. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? C'est important pour moi d'être là, pour le remercier de ce qu'il m'a apporté, déjà sur un plan scolaire, aussi pour la petite fille que j'étais à l'époque et qui a beaucoup changé. Alors, qui était-elle, cette petite fille, à l'époque? C'est une petite fille très angoissée, qui avait une année d'avance, mais qui n'était pas très mature, qui entretenait un rapport avec l'institution scolaire qui était assez anxiogène. Et je me mettais beaucoup la pression. Voilà. Et donc, cet homme a changé votre vie à quel point? Eh ben, j'ai eu un nouveau regard posé sur moi de la part d'un instituteur. Et il m'a beaucoup inspirée après dans mon parcours professionnel, par la suite. Alors, il est actuellement dans les coulisses. On le retrouvera tout à l'heure, Gérard, pour découvrir son témoignage. Comme vous, Marie-Chantal, qui se trouve à vos côtés, a également eu la chance de croiser sur son chemin un professeur qui a marqué sa vie. Bonjour, merci d'être là. Alors, comme celle de Stéphanie, votre histoire a beaucoup touché la rédaction de Toute une histoire. Nous avons découvert votre témoignage grâce à un très joli mail que vous nous avez fait parvenir. Est-ce que vous pouvez nous le lire, ce mail? Oui. Alors, elle ne le sait pas, mais elle a changé ma vie. Je venais d'arriver en France. Je sortais de plusieurs années de misère, de guerre et de faim. J'avais 16 ans. Et ça faisait plus de 6 ans que je n'avais pas pu être scolarisée. Cette femme était ma prof de français. Elle m'a regardée comme un être humain et cela m'a donné un peu de confiance en moi. J'étais finalement une personne que l'on pouvait aimer et cela représentait tout pour moi. Alors, cette prof dont vous nous parlez si joliment, c'est Madame Bourra, qui enseignait le français au collège Plaisance à Créteil. Combien de temps avez-vous été scolarisée dans cet établissement? Alors, j'ai été scolarisée au collège Plaisance pendant 1 an, de 2000 à 2001. C'était il y a 15 ans, et jamais vous n'avez oublié cette femme. Pourquoi aujourd'hui encore, elle a une si grande importance pour vous? Parce que je l'ai rencontrée au moment où j'étais vraiment au primaire. Je ne comprenais finalement pas le monde qui m'entourait. Je sortais d'une période difficile, mais je me retrouvais en France avec des personnes qui ne me comprenaient pas, ou alors c'est moi qui ne les comprenais pas. Et elle a su voir que je n'allais pas bien. Elle est venue vers moi. Ça me touchait énormément parce que ça faisait tellement longtemps que personne ne m'avait accordé autant d'attention. Que voilà, je pense qu'elle restera une personne très importante jusqu'à la fin de mes jours, je pense. Alors, face à vous, David Lefrançois, l'un de nos psychologues experts en neurosciences. David, vous étiez très enthousiaste à l'idée d'aborder ce sujet aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Marie-Chantal quand elle dit que dans la vie, il y a des rencontres qui vous façonnent, qui vous font grandir? Alors, très enthousiaste d'abord, oui, parce que je trouve qu'on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir rendre hommage à cette belle profession qui est complexe. Et ensuite, c'est aussi important de montrer que dans ce métier, comme partout ailleurs, on peut faire son métier comme un junior, un senior, un expert ou comme un maître. Et il y a des maîtres qui sont vraiment des maîtres, au sens propre comme au sens figuré. La moyenne dit que dans notre scolarité,
Quelqu'un qui a fait des études supérieures, entre bac plus 2, bac plus 4, il a côtoyé à peu près 250 professeurs. 10 ans plus tard, la moyenne, c'est qu'on se rappelle à peu près de 3 professeurs. 2 d'entre eux, s'ils traversent sur les passages cloutés en face de nous et qu'on est en voiture, on accélérera. Et l'un d'eux a vraiment marqué notre vie. Et en fait, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que oui, il y a des rencontres qui font la différence. Et c'est quand ces rencontres, elles font tellement la différence qu'elles vont nous mettre la plupart du temps sur la voie qui est une double voie. La voie de la confiance. Un professeur a marqué la confiance en soi et j'ai cru en mon potentiel et mes possibilités. Et la deuxième chose, une vocation. Ils vont être souvent à la base d'une orientation professionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut passer très 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 tôt. Marie-Chantal, donc on va revenir à votre histoire. Vous êtes d'origine rwandaise et la guerre que vous avez évoquée dans votre mail, c'est le génocide des Tutsis qui a eu lieu dans votre pays en 1994. 800 000 personnes ont été massacrées par des Hutus et des milliers d'autres ont dû fuir leur pays. C'est ce qui est arrivé à votre famille. À quel âge avez-vous dû quitter le Rwanda? J'allais vers mes 10 ans quand on est parti du Rwanda. 2 ans? Vers mes 10 ans. 10 ans? Oui. Oui. Est-ce que vous avez assisté à des horreurs, à des massacres Bien sûr. sous vos yeux? Bien sûr. Ouais. Des voisins. Et des corps par-ci, par-là. Vous êtes parti avec qui? Donc, je suis partie du Rwanda avec ma grand-mère qui m'élevait déjà depuis l'âge de 3 mois. Donc on est parti du Rwanda et... Vous avez dû traverser une partie de l'Afrique à pied? Oui. Pour fuir cette guerre? Oui, on a traversé du Rwanda, on a traversé le Zaïre pour arriver au Congo-Brazzaville. Ça a duré combien de temps cette fuite? 6 ans. 6 ans. Oui. Vous avez marché pendant 6 ans? Oui, oui, on a marché. Enfin, non, on n'a pas marché pendant 6 ans. On est resté à le premier camp de réfugiés. Je pense, j'ai pas tout à fait les dates dans ma tête, mais on est resté à environ 2 ans. Après, les bombardements ont repris, donc on est reparti au courant de la forêt sans savoir exactement quelle direction prendre, mais sous les bombardements, il fallait bien partir. Donc après, on s'opposait à peu près un mois, après on continuait. Vous étiez nombreux à marcher ensemble? Oui, oui, on était des... Je ne sais pas exactement, mais on était ouais, des centaines de personnes, oui. Comment vous vous nourrissiez? Par ce qu'on trouvait. Par ce qu'on trouvait. Moi, j'ai le souvenir qu'on mangeait à peu près tous les arbres qui avaient un fruit. On ne savait pas si ça se mangeait ou si ça ne se mangeait pas. On les cueillait et on les mangeait quand même. Comment vous vous laviez? Tout dépend de l'endroit où on se trouvait. Si on était dans un cas de réfugiés, c'était plutôt bien organisé. Il y avait le HCR qui venait du coup sur place. On était à peu près soignés. On avait à peu près ce qu'il y fallait. Mais quand on était sur la route, je sais qu'il nous est arrivé de rester parfois plus de 2 mois sans prendre une douche. Il y a des moments où vous avez dû avoir très peur? Tout Il y a le un temps. souvenir en particulier? Le jour où j'ai eu le plus peur, c'est le jour où j'ai perdu de vue ma grand-mère. Parce que finalement, avant, j'étais... Un peu protégée par sa présence? Ouais. Et je suis restée pendant 3 jours toute seule. Et par chance, par la suite, j'ai retrouvé une de mes tantes qui était dans ce camp de réfugiés aussi. Et après, on a fait le chemin ensemble. Vous l'avez jamais retrouvée, votre grand-mère? Si. Vous l'avez retrouvée? Oui.
Alors, déjà peut-être David, sur ce récit, un témoignage terrible. Hein, quand on parle de résilience, on se rend Quelle compte souffrance. Et encore, je pense qu'on ne peut pas imaginer l'horreur et la violence à laquelle vous avez été confrontés, parce que je sens vraiment une difficulté pour vous d'exprimer la chose, mais c'est d'autant plus dur qu'il doit y avoir des images qui ont rempli votre cerveau d'enfant. Et si je peux faire un lien justement avec la maîtresse derrière, quand on a vécu tout ça, on a une vision de l'être humain qui ne doit pas être exceptionnelle. On doit se poser vraiment des questions sur la vie, le sens de la vie, la spiritualité, tout tourne dans notre tête. Et quand on a on a vécu de 10 ans à 16 ans tout ça, la seule chose qu'on a à l'esprit, alors bien sûr il y a une part d'espoir, mais il doit y avoir aussi une énorme part de désespoir sur c'est quoi l'être humain dans les faits en fait. Et j'imagine très bien cette rencontre, une première rencontre avec une personne qui va peut-être nous donner de l'amour pour la première fois. Et ça doit marquer une vie vraiment. qui vous considère pour la première fois comme un être humain, en fait. Oui. Oui, parce que après la séparation avec ma grand-mère, en fait, pour moi, tout ce qui se passait auparavant, les premiers camps de réfugiés où on était, pour moi, c'est vrai, c'était difficile, mais elle était là, donc tout allait bien. Je me sentais en sécurité, même si par moments il y avait des bombardements, mais elle était là, donc ma mère est décédée en 92, mais j'ai eu vraiment l'impression là de me sentir orpheline quand Bien sûr. quand je ne l'ai plus vue. Ouais, c'était difficile, oui. Ouais. Alors, c'est en 2000 que vous êtes arrivé en France avec votre oncle et votre tante. Comment ça s'est passé, cette arrivée? Comment vous vous êtes adapté à ce nouveau pays, à cette nouvelle culture? C'était assez difficile. C'était vraiment très, très difficile. Je suis arrivée au mois de juin. Et finalement, j'ai eu la chance de rapidement aller à l'école au mois de septembre. Et je pense que c'est ça qui finalement m'a sauvée de pouvoir rapidement aller à l'école. Donc là, vous aviez quel âge? J'allais avoir mes 16 ans. Oui. J'allais avoir mes 16 ans quand je suis arrivée en 2000. 16 ans. Oui. Et c'est là que vous avez intégré la classe de Madame Bourra. Oui. Une classe spéciale pour les enfants non francophones. C'était quel genre de prof, Madame Bourra? Elle était très à l'écoute, attentionnée. Elle était... ouais. Tout de suite, vous l'avez remarqué, ça? Ça vous a frappé tout de suite? Oui. Vous vous êtes dit, cette personne n'est pas comme les autres? Oui, ça je sais pas, après, je pense que ça ne s'explique pas. C'est vrai que ça m'a touchée rapidement parce que c'est vrai qu'après, je pense que j'ai toujours été une personne assez réservée, timide et limite même effacée, mais qu'on peut facilement oublier dans un coin et puis passer à autre chose. Et ça me touchait parce qu'à chaque fois que j'étais pas bien, elle le sentait? Elle le sentait, elle venait vers moi et me disait mais j'ai l'impression que ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Mais elle le faisait devant les autres ou elle le faisait en aparté ou après les cours? Souvent c'était au moment à la récré par exemple, elle voyait que j'étais là dans un coin et puis elle me disait mais il faut t'amuser, il faut aller te détendre. Je me souviens par exemple, c'était au mois d'octobre, donc c'était juste après la rentrée. J'étais affreusement mal parce que finalement, même si j'ai eu beaucoup d'affection de la part de ma grand-mère, qui est aussi une femme exceptionnelle. Vous l'aviez déjà retrouvée, votre grand-mère, à ce moment-là? Non, je ne l'avais pas retrouvée, non, je l'ai revue en 2013. D'accord. Longtemps après. Donc vous y pensiez beaucoup, elle vous manquait beaucoup, j'imagine.
Oui, elle me manquait énormément, mais là, on avait déjà un contact téléphonique, donc je savais Qu'elle était en vie. qu'elle était en vie, qu'elle allait bien. Mais là, donc tout de suite après la rentrée, au mois d'octobre, j'étais très malheureuse parce que ma maman est décédée au mois d'octobre. Et j'ai pu parler de ça avec Madame Bourra aussi rapidement parce que je me sentais bien avec elle. J'avais l'impression que... Vous lui avez raconté votre histoire? Oui, parce que je lui ai jamais parlé de souvenirs de guerre. Je pense qu'elle ne sait pas que... Elle ne sait pas que vous avez marché pendant 6 ans? Non, non, non. Elle n'est pas au courant de tout ça, non. À l'époque, c'était très difficile pour moi de parler de tout ça. Oui, j'étais très triste. On pouvait bien se demander pourquoi j'étais triste, parce que par la suite, elle me disait souvent, mais tu es très négative, il ne faut pas que tu sois aussi négative, il faut que tu te valorises. Il y a des souvenirs qui sont impossibles, des traumatismes qui sont impossibles à raconter avant un certain temps ou... Oui, d'abord il y a ça. Il y a le fait aussi que parfois de formuler ou de raconter une histoire, c'est s'y replonger. Donc on va faire appel à des représentations mentales, à des images. Pour raconter une histoire, il faut qu'on y repense. Et les chocs sont tellement violents que l'inconscient a tout intérêt de les refouler ou de les occulter le plus possible. Donc dans ces cas-là, on va voir les conséquences du traumatisme, mais la personne a du mal à en parler. C'est des cas assez fréquents qu'on retrouve aussi sur des traumatismes de type de viol ou des choses comme ça, où les personnes on va voir les conséquences, on se dit tiens, c'est pas, la personne elle a changé, et quand on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, elle est incapable de parler, parce que parler, c'est se rappeler, et se rappeler, c'est revivre, et revivre, c'est souffrir. Donc c'est très, très difficile. Et en même temps, là, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que il manque de figure parentale. Et cette femme, elle est là et elle est à l'écoute. Il faut juste rappeler aussi une chose, c'est que si on remet ça dans un contexte de scolarité, on vit dans une société où nous recevons à peu près 8 marques d'attention négatives pour 2 marques d'attention positive. La moyenne, elle est simple. Un jeune adulte... Par jour? Non, non, en règle générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pointer 8 fois du doigt ce que je fais pas bien pour 2 fois ce que je fais pas bien. La moralité de l'histoire, c'est que à 20 ans, un jeune adulte a reçu près de 22 à 26 000 heures de marques d'attention négatives. Et après, on se pose la question pourquoi nos enfants sont les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Mais c'est intéressant de voir que si vous allez dans d'autres pays, la courbe, elle est complètement inversée. Par exemple? Par exemple, si on va au Canada, ou si on va ne serait-ce que juste en Angleterre, ou chez nos amis belges, eh ben en fait, déjà chez les Belges, la tendance, et les Anglais, la tendance est équivalente. Et au Canada, c'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'on va souligner 8 fois ce que vous faites de bien, pour 2 fois ce que vous faites pas bien. Et il y a une chose qui est vraie. Alors, à quoi vous attribuez ça, justement? C'est quoi? C'est d'abord à la culture, caractère français. D'abord à la culture, au fait qu'on a aussi dans notre langage une capacité, on a 25% de plus pour dire les émotions négatives, nous les francophones. D'accord? Les Français, les Latins, c'est 25% de mots en plus, juste pour augmenter, parler de la souffrance. Et puis après, c'est une habitude de penser, en fait, en vrai. Ah bon? C'est vraiment culturel. On aime critiquer. Alors qu'en fait, si je peux intervenir juste, alors qu'en fait, l'enfant, il se construit aussi avec l'estime de soi très importante, avec l'individualisation aussi. Et je pense que ce regard porté sur lui, c'est quelque chose qui est très, très structurant, quoi. Je suis pas psy, mais je trouve ça... Il y a un autre principe en psychopédagogie, c'est que nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. C'est toute la difficulté. La difficulté aujourd'hui, c'est que quand la plupart du temps, un enfant apporte un carnet à sa mère ou à son père, les notes, c'est bien 10 secondes et le c'est pas bien 2 heures. Ouais, c'est vrai. C'est pas normal. Ouais, c'est vrai. C'est pas normal. Et il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est que nous, on est focalisé sur le résultat. À l'étranger, dans les systèmes pédagogiques, le Canada, troisième meilleure école pédagogique dans le monde, ils se focalisent sur les progrès. C'est-à-dire qu'eux, ils n'observent pas tant les résultats que le progrès que l'élève il a fait. Et ça, c'est hyper valorisant parce qu'en fait, quand un élève il a passé de 3,5 à 4,5, nous, on va dire « t'es nul ». Mais là-bas, on lui dira « t'es passé de 3,5 à 4,5, tu peux progresser, c'est bien, continue comme ça ». Concernant Marie-Chantal, donc vous diriez quoi? Moi, je dirais qu'en fait, elle a eu la chance de rencontrer une personne
qui s'est intéressé à elle, mais qui lui a permis de porter, qui lui demandait d'être positive. Et lui, en fait, elle avait besoin d'un modèle. Et les professeurs que nous avons adorés tous étaient pour nous des modèles, mais pas des modèles dans leur matière, des modèles humains. Ça aussi, c'est important. Les professeurs qu'on aime, on les trouve pas, on les aime pas parce qu'ils sont super en maths. On les aime parce qu'ils ont su nous écouter, nous aider, outrepasser nos difficultés et puis nous valoriser. Et comme le disait très bien Stéphanie, on a envie de grandir avec des professeurs qui nous donnent envie de nous aimer nous-mêmes. Voilà. L'estime de soi, c'est ce dont l'être humain a le plus besoin. Estimer, ça vient de estimare, et estimare, c'est deux notions. La première, donner une opinion, et la deuxième, donner de la valeur. Je vous donne un exemple. Je pourrais vous dire, je trouve que l'éducation française manque de positif. Je donne une opinion. J'estime que l'éducation... ok. Je peux dire, ce bien, je l'estime à X millions d'euros. Je donne de la valeur. Donc l'enfant, en fait, en permanence, il attend une chose des figures parentales, c'est qu'on donne une opinion sur ce qu'il est et qu'on lui donne de la valeur. S'il reçoit une opinion positive, il a une bonne image de soi. Si on lui donne de la valeur, il a un bon amour de soi. Amour de soi, image de soi, ça favorise la confiance en soi. Et ce sont les trois piliers de l'estime de soi. Voilà. Alors donc, Stéphanie, vous, manifestement, quand vous étiez une petite fille, vous en manquiez de confiance en vous? Vous étiez timide, vous disiez? Alors, je pense que c'est aussi lié à mon histoire familiale. Je suis la première enfant donc, de première génération née en France, avec des parents nés donc, à l'étranger. Milieu assez modeste. Mes parents donc, habitaient dans une cité HLM. Originaire de quel pays? Tunisie et Kabylie. Et je pense que très tôt, j'ai eu peut-être conscience que l'école était une chance. Voilà. Donc, c'était pas une sacralisation d'école, mais en tout cas, quand j'y allais, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait se jouer pour moi. Et pourtant, j'étais toute petite, je crois, que j'ai su ça. Donc, c'est vrai que j'étais une enfant... peut-être je portais le poids un peu de cette histoire familiale. Et donc, c'était pas simple pour moi l'entrée à l'école, c'était la boule au ventre, c'était est-ce que je vais avoir une bonne note. Et en même temps, vous étiez avide de savoir. Ah oui, j'étais avide de savoir, ça ne remettait pas du tout en cause ça, mais c'était la manière dont on me le transmettait. C'était trop compact, trop lourd à porter. Voilà. Quelle a été votre première impression lorsque vous l'avez rencontré, ce fameux Gérard? Déjà, à 9-10 ans, quand on voit rentrer Gérard dans sa classe, on se dit « Waouh, qu'il est beau !» Ah oui? Non, mais moi, Et après, il était solaire aussi. J'aime bien ça parce que moi, les profs que j'ai aimés et admirés, je les ai toujours détaillés, je les trouvais toujours très beaux, qu'ils soient hommes ou femmes. Hein. Ça va avec, je crois. Oui, ça va avec. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'admiration. Il y a l'admiration. Ouais. Ah bah oui, dites donc. Hein. Pas mal. Voilà. Et à 9-10 ans, voilà, c'était pas un esprit un peu midinette. J'avais 9 ans, mais quand il est rentré en classe, j'ai trouvé très solaire. Il avait quel âge? Il avait une trentaine d'années, je pense. Il était très jeune. Et solaire, il avait des grandes bottes. Et je me rappelle qu'avec les camarades de ma classe, on avait l'impression qu'il ressemblait un peu à un mousquetaire, à Zorro de l'éducation. Des cuissardes? Des espèces de camarguaises. Non, ça, c'est pas un professeur, c'est un mannequin. Excusez-moi, j'ai remettre les choses dans le contexte. Et donc, voilà. Et puis, c'était quelqu'un de très souriant. Voilà. Alors, justement, quand vous avez vu tout ça, ça a peut-être renforcé votre timidité. Plus il était beau, plus vous étiez timide, non? Non, parce que tout de suite, il nous a mis tous à l'aise et on a eu le droit de l'appeler par son prénom et de le tutoyer. Ah bon? Ouais. Et c'était la première fois que ça arrivait dans cette école. Et il n'a pas... bon, en fin de compte, la distance qu'il y a entre une estrade où étaient les professeurs avant et nous, élèves, c'était souvent un océan qui nous séparait. Il ne bougeait pas, il ne se baladait pas dans la classe. Et de fait, là, c'était vraiment... un instinct mobile. Je sais pas, un instinct mobile. Il s'est rendu accessible, en fait. Voilà. Les inspecteurs d'académie détestent ça, les profs qui se font tutoyer. À mon avis, il n'a pas dû se faire que des copains, non. professeur. Ça, je ne sais pas. Alors, quelle était sa manière d'enseigner? Je pense qu'il construisait le savoir avec nous. Et nous, on ne savait pas tout ça, tous ces concepts. Hein. Et de fait, il plaçait l'enfant au cœur des apprentissages. C'est-à-dire c'était très vivant, très interactif. Mais même les tables bougeaient. Moi, je me rappelle, j'avais jamais vu ça avant. C'est-à-dire que j'étais donc en CM2. On travaillait en groupe, il poussait les tables, il se déplaçait, on travaillait sur des correspondances.
Voilà, c'était vraiment construire le... On était des partenaires pratiquement, quoi. Donc c'était gai, c'était Ah oui. surprenant. C'était gai, surprenant. On travaillait sans en avoir l'air, Ouais, alors qu'en fin de compte, on travaillait. C'est une condition sine qua non d'un super prof, c'est que c'est fun. Ouais. On n'oublie pas, on oublie le fait que l'apprentissage, c'est pas simplement se nourrir le cerveau et puis de donner comme ça de la connaissance et d'enfiler de la connaissance. Moi, j'aurais C'est- pas été très concentrée quand même. Non, c'est avec ça. Vous l'êtes pas comme non plus. ça. Là maintenant, tout de suite. Vous pouvez enlever la photo, s'il vous plaît. Non, ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'on met des conditions dans lesquelles ça devient fun, en fait, du coup, on stimule l'intérêt Exactement. et il n'y a pas d'ennui. Surtout chez un enfant. Parce que l'enfant, s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de rythme, il s'ennuie et son esprit papillonne. Voilà. Il faisait en sorte de donner de la valeur à chaque élève. Il s'y prenait comment pour ça? Il avait un regard individualiste. Il avait un regard individualisé, plutôt, pas individualiste, sur l'enfant. Et de fait, on avait C'est-à-dire, vraiment... ils vous connaissaient tous très bien, Ah oui. avec vos particularités, vos Oui. caractères. Et de fait, on n'était pas des élèves, on était des enfants qui appartenaient chacun à une histoire familiale. Et c'était très important parce qu'il avait donc un regard qui variait d'un élève à l'autre. Et puis voilà, moi j'étais un peu timide et je faisais des poèmes à l'époque. Et Il devait adorer. lui, parce qu'en plus d'être un style, c'était aussi un artiste, il peignait, il écrivait. Et de fait, par ce biais-là, on s'est retrouvés à apprendre mes poèmes en classe. Donc c'est pas mal au niveau justement de l'estime de soi. Moi, on s'est retrouvés à apprendre un de mes poèmes comme ça, les autres aussi. Et du coup, ça a stimulé tout le reste de la classe. Et tout le reste de la classe a commencé à pondre des poèmes. Et ils ont fait des travaux d'expression écrite, d'orthographe, de C'est conjugaison merveilleux, sans ça. s'en rendre compte. Ouais. Alors, vous vous en souvenez de vos poèmes? Alors, moi, j'étais très inspirée par tout ce qui se passait dans le monde. Alors, franchement, là, j'avais 9 ans, hein, ça fait bizarre. Il faudrait lui demander parce que lui, il écrit beaucoup mieux maintenant, Gérard Netter, que moi. Mais Injustice, à Saint-Tropez, Jean-Philippe Dubonnet Et et sur un petit poney. Son père est habillé. de cardin et d'une paire de mocassins andins. Sa mère est vêtue d'une robe de nuit à 3 volants et dans ses cheveux est déposé un ruban. Le porte-monnaie va bientôt craquer sous les liasses de billets dans le panier. Quelque part en Afrique, par un soleil brûlant, un enfant pleure dans les bras de sa maman. Il a chaud, il a faim, sa mère lui donne le sein mais en vain. La terre est un culte, c'est pour cela que là-bas les gens luttent. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Pourquoi y a-t-il des gens pauvres et des gens aisés? Quand tout ça va-t-il s'arrêter? Voilà des questions que l'on se pose depuis des éternités, pendant que des millions de gens sont en train d'agoniser. 9 ans, Vous aviez 9 ans quand vous avez écrit ça? Hein? c'est bizarre. C'est là. Non, mais c'est un vrai talent, je comprends. C'est tout, mais- Qu'il ait fait apprendre vos poèmes aux autres élèves. Ça révélait un peu de ce qu'on était. Il y avait d'autres personnes qui écrivaient sur des fous, des footballeurs. D'autres, c'était, à vrai dire, c'était pas tant le sujet, c'était de se connaître vraiment en tant qu'enfant, qui on est, quoi. C'était en même temps Non, mais travailler. c'est extrêmement mature pour une enfant de D'ailleurs, 9 ans. c'est très Incroyable. mature. C'est Très très bien mature. Il y écrit. a une vraie conscience de parole. Et même la structure même de la page et la façon dont c'est organisé et orchestré montre aussi une véritable sensibilité qui est liée à votre histoire, en fait, en vrai. Oui. Donc c'était aussi un bon moyen d'exprimer certaines formes d'émotion. Le poème, ça sert à ça aussi. Alors, après le CM2, hélas, vous ne deviez plus l'avoir comme Non. instit. Non, Vous avez gardé contact avec lui? Alors, avant de... Après avoir oui. un instit comme ça, on est orphelin à jamais, quoi. Alors oui, ça après, doit être on fait terrible. le deuil. Hein. Ouais. Et je suis partie au collège. En plus, c'était un collège qui était assez éloigné de chez moi, qui n'était pas du tout dans le même milieu social de la barre HLM où j'avais l'habitude d'aller. Ça a été un peu compliqué la 6e. Et avant, je me rappelle l'été du CM2, il m'envoyait une très jolie lettre en me souhaitant bon courage et qu'il était sûr que j'allais éblouir mes profs. J'en suis moins sûre maintenant, mais en tout cas, c'était très sympa de sa part. Mais je ne l'ai plus vu après pendant de nombreuses années. Il vous a manqué? Je repensais à lui quand effectivement il y avait des jeunes enfants en face de moi, la manière d'appréhender l'enfant, voilà. Mais oui, Jamais vous n'avez été amoureuse de lui? non. Mais comment ça se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas, non, mais j'avais 9-10 ans. Non, j'étais amoureuse de certains camarades de ma classe, je me rappelle très bien, mais pas de lui. Non, moi, je dis rien. Je dis là, David, Non, vous n'avez jamais été amoureux de l'une de vos profs? Ah ouais, alors moi, j'ai été amoureux de Madame Anne, Ah. qui aujourd'hui
Je me rassure. je dois dire une Justement, elle est chose, là. c'est que Tiens, nous j'étais... allons l'accueillir. Nous l'avons retrouvée. Les portes vont s'ouvrir. Alors c'est rigolo parce que c'était une très jolie femme, elle était rousse. Moi j'étais l'être le plus nul en maths et parce que j'étais amoureux, je faisais tous les efforts du monde et elle l'a vu. Et comme elle l'a vu, pas que j'étais amoureux mais que je faisais des efforts, elle a eu ce rapport individualisé avec moi pour mon plus grand plaisir et j'ai épousé une femme rousse plus tard. Mais l'année d'après, c'était très dur parce que c'était un barbu, c'était plus la même histoire. Vous n'avez pas épousé une femme à barbe. Pas pareil. Moi, j'avais un prof d'histoire comme ça. J'étais un peu plus âgée quand même que vous. Et alors, on le tutoyait et tout. C'était la folie. Et bien Bon, bref. justement, Sophie, il est là aujourd'hui. Vous, Marie-Chantal, donc, on va revenir à votre histoire et à Madame Bourra, donc, dont vous nous disiez tout à l'heure qu'elle s'intéressait à vous, qu'elle essayait de vous faire parler, d'attirer vos confidences. Est-ce que, après l'année que vous avez passée dans sa classe, est-ce que vous êtes restées en lien toutes les deux? Oui, parce que j'en avais vraiment besoin. Et c'est là où c'est vraiment une personne très humaine. C'est que je lui écrivais des lettres et à chaque fois, elle me répondait. Elle vous avait donné son adresse personnelle? Non, je passais par le collège. Ouais. Et vous lui écriviez des lettres souvent? j'ai dû lui écrire 2 ou 3 lettres, oui. Elle vous a donné le goût pour une matière en particulier? Non, pas pour une matière en particulier, mais elle m'a donné surtout l'envie de vivre, d'être positive, de pas sombrer dans la dépression. Elle m'a donné confiance en moi, elle m'a donné envie de me valoriser et m'a donné envie de bien travailler parce que j'avais envie de, quand je vais la retrouver, de lui dire j'ai fait tout ça, j'ai de bonnes notes Vous aviez envie de le faire pour qu'elle soit fière de vous? Oui. Quelle voie vous avez choisie finalement? Alors finalement, j'ai fait une formation d'aide médico-psychologique et je m'occupe d'enfants et d'adultes handicapés. D'enfants Et d'adultes handicapés. David, qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Ce que je pense, c'est que de toute façon, on lui a tendu la main et aujourd'hui, quand on reçoit de l'amour dans un domaine, on a envie de le reproduire en fait. Et on peut donner que ce que l'on a. On peut donner de l'amour, du temps, de l'argent que si on en a reçu. Et qu'ici, on en a. Et donc là, moi, ça m'interpelle beaucoup, mais ce qui m'interpelle sur les 2 histoires, c'est que quand même, vous avez une interaction avec un professeur pendant 1 an, un seul professeur, et regardez tous les bienfaits que ça peut avoir. Donc on n'imagine pas à quel point nos enseignants ont un vrai pouvoir de réussite et de rendre les gens beaucoup plus heureux qu'on pourrait l'imaginer. Stéphanie, vous vous êtes dirigée vers quelle profession, vous? Alors au départ, j'ai fait des études de communication et médias. Et puis après, j'ai galéré. Et après, je me suis dit, quelle est ma deuxième passion dans la vie? Et je me suis dirigée, donc j'ai passé le diplôme pour être éducatrice de jeunes enfants. Donc il y a aussi un lien. Donc des enfants en difficulté, dans des aires d'alphabétisation, dans des jardins d'enfants, enfin voilà quoi. Et il y a quand même des professions oui, il y a des qui ne sont pas passerelles. si éloignées l'une de l'autre. Est-ce que vous avez gardé des liens avec Gérard pendant toutes ces années? Non, pendant toutes ces années, non. Je savais qu'il était dans l'école à côté de chez moi, mais de fait, moi aussi j'avais bougé, donc voilà, non, je ne l'ai pas vu pendant très longtemps. Et puis, il y a 5 ans, vous avez ressenti le besoin de le retrouver. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous aviez 40 ans? Alors, c'est pas la crise de la quarantaine? Non, c'est pas la crise de la quarantaine. Mes enfants sont tombés malades. Ils ont une maladie génétique rare que j'ai développée par la suite moi aussi, il y a 5-6 ans. Et de fait, on passe par plein d'étapes quand on est malade. Et après pas mal d'étapes, j'ai eu envie d'avoir des images un peu doudou, de réconfort. Donc j'ai commencé à retrouver mes camarades de classe, mes copains de collège, de lycée. Et tout naturellement, j'ai eu besoin de revoir Gérard. Donc je l'ai cherché via les réseaux sociaux. Comment expliquer ça, David? Oui. En fait, Gérard, il a été dans sa vie une grande source de confiance. Et quand on est dans des périodes où on est en contact avec la maladie, on s'interroge et on a besoin de se sentir rassuré. Et c'est normal d'aller chercher les éléments, de retrouver les éléments qui étaient source
de rassurance et puis de confiance en soi. En fait, elle est allée puiser à la source. Si par exemple vous partez en Inde, les médecins ayurvédiques, quand vous êtes très malade, ils demandent à ce que ça soit la mère qui vous fasse à manger sur les 3 prochains mois. Pour retrouver la nourriture, l'amour de la maman, parce qu'en fait, les cellules ont des mémoires, et ces mémoires réactivent quelque chose qui est de l'ordre de la santé. Et donc, la démarche est tout à fait naturelle. Quand je suis pas bien, j'ai besoin de me rassurer et d'aller en contact avec quelque chose qui m'a vraiment boosté à une époque. Normal. Et ce syndrome LR dans l'os fait qu'on reste complètement à la maison très longtemps. Alors c'est la maladie génétique dont vous nous parlez. Ça se traduit comment, cette maladie? C'est une anomalie du collagène, donc avec une hyperlaxité ligamentaire et articulaire. Donc il y a des moments où on est en fauteuil. On se fait des entorses. Oui, à répétition. Et également, les organes internes sont très laxes. Donc il faut surveiller la valve du cœur, le clapet digestif. Enfin, c'est assez compliqué. On n'a pas encore réussi à identifier le gène, non, pas pour l'instant. Donc on soigne les symptômes, et tout ça pour dire que de fait, il y a eu un isolement social qui fait que j'ai eu besoin de voir vraiment des gens qui importaient aussi à un moment donné. Et c'est une maladie qui dégénère au fil des années? On n'a pas assez de recul, mais... Pas encore identifié le gène? Non, pas encore de recherche? Non, il n'y a pas de recherche, et je profite juste, parce que vous êtes sur le plateau, pour vous remercier. C'est très important d'avoir un éclairage sur les maladies aussi génétiques rares. Alors, donc vous avez eu besoin de retrouver Gérard, et vous avez fini par retrouver sa trace il y a 3 ans. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, via les réseaux sociaux, donc j'ai tapé Gérard Netter, et il m'a posé un peu un problème, parce qu'il n'y avait pas de photo sur son profil, il y avait un tableau qu'il avait peint. Je lui ai envoyé quand même un message privé, et il m'a répondu quasi instantanément. Je lui ai dit: est-ce que tu te souviens de moi, Stéphanie, rue Asseline, CM2? Et il m'a dit oui, oui, très bien. Alors là, franchement, j'étais stupéfaite. Et on s'est revus au resto peu de temps après. Voilà. Et alors, est-ce que l'homme que vous avez retrouvé était fidèle à celui que vous aviez dans vos souvenirs? Tout à fait, il était complètement fidèle. Moi, je me suis dit comment il va me faire pour me reconnaître, parce qu'une petite fille de 10 ans et la quarantaine, c'est pas pareil. J'avais donc un chapeau blanc, et à chaque fois, on nous envoyait des SMS, je suis comme ça, je suis là. Et puis, finalement, on s'est retrouvés, la rencontre a été très très sympa. Alors, on ne parle que de lui depuis tout à l'heure, on a très envie de le rencontrer, nous aussi, ce prof pas comme les autres. On va accueillir Gérard. Bonjour, merci d'être là. Gérard, c'est une histoire très émouvante. Non? Oui, je suis très ému. Je suis très ému, et je suis très, très ému de ce que tu dis et des traces que j'ai laissées comme ça. Mais je le pense très sincèrement. Ça doit être quand même la quintessence quand on a été prof ou instit comme ça, et qu'on se dit qu'on a laissé ces traces dans le cœur de ses élèves. Quoi de mieux? Quoi de mieux? C'est très émouvant. Voilà. Donc je me remets un peu de ce que je viens d'entendre. Vous aviez conscience de l'avoir marqué à ce point? Non, parce que j'ai l'impression d'être pareil pour tous les élèves. J'avais l'impression d'être pareil pour tous les élèves. Ça ne vous est jamais arrivé avec d'autres élèves qu'ils vous retrouvent par la suite? J'ai rencontré d'autres élèves par hasard. Ça m'a toujours fait très plaisir de voir ce qu'ils étaient devenus, et l'enthousiasme avec lequel ils me parlaient et ils me reconnaissaient. Donc c'était une véritable vocation pour vous de faire ce métier-là? Je ne sais pas si je pourrais parler de vocation, mais j'ai toujours pris plaisir à enseigner et à faire ce métier. En le faisant d'une manière peu conventionnelle? Oui, je suis rentré dans l'éducation à l'époque sans formation, juste avec le baccalauréat. Et pour moi, j'avais une idée que ce qui était important, c'était de mettre en scène le savoir et de permettre aux enfants de se l'approprier. Donc il fallait pour cela, effectivement, vous avez parlé du regard, de l'écoute, tout ça, c'est très très important. C'est-à-dire que je regardais les enfants, je leur montrais que j'avais confiance dans leur capacité à s'approprier le savoir. Donc positif, ce que disait David tout à l'heure. Voilà, oui.
Je disais tout à l'heure que vous n'avez pas dû vous faire que des amis parmi les inspecteurs d'académie. Ils aiment bien peut-être les choses un peu plus conventionnelles. Oui, alors peut-être au départ, mais en fait, ils ont vite vu que ça vivait, que ma classe vivait, que ça circulait, que le savoir se transmettait. Et du coup, ils m'ont laissé tranquille. J'ai même été à un moment, j'ai même eu un inspecteur qui est venu me défendre dans une école parce qu'on trouvait que c'était un peu extravagant et que je commençais un peu à trouver oppressant le regard des autres. L'inspecteur s'est déplacé dans l'école et a expliqué qu'il approuvait ma manière de faire. Donc, en fait, ça se joue. Ça se joue dans le comment dire, il faut argumenter et avoir du résultat. En fait, vous vous souvenez de ces poèmes? Je me souviens de ces poèmes, oui. Très jolis poèmes. Bien sûr, bien beaucoup sûr. de maturité. Oui, tout à fait. Alors pour moi, l'important c'était de jouer avec les mots, d'exprimer des choses et de montrer aux enfants qu'il y avait plusieurs niveaux de sens dans les mots, qu'on pouvait prendre plusieurs degrés de compréhension, et que comme tout le savoir, il était fait pour être pris, pour se l'approprier et pour en faire quelque chose. Donc c'est un peu ce que je faisais avec les enfants. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes à la retraite, vous vous ennuyez pas? Ah non. Alors pas du tout, je m'ennuie pas. J'ai toujours fait à côté de l'enseignement, j'ai toujours écrit, peint, et puis je continue à faire de la recherche en psychoclinique, puisque j'ai repris des études tout en travaillant. Et donc voilà, je suis quand même très très occupé. Qu'est-ce que vous écrivez? Des romans? J'écris des romans, des nouvelles, de la poésie, voilà, quelques articles parfois. Vous voyez à quelle fréquence aujourd'hui tous les deux? On se fait un petit resto tous les 2 mois, à peu près. Il vient aux anniversaires. Voilà, il fait... aux anniversaires de vos enfants? De mes enfants. Aux fêtes de famille. Aux fêtes de famille. Il va venir samedi fêter mon anniversaire à la maison pour mes 45 ans. Voilà, il fait partie de la famille. Vous avez des enfants vous-même? J'ai 2 enfants. J'ai une fille qui vit au Japon, qui est ingénieur. Et puis j'ai un fils qui est médecin. Voilà, qui doit avoir 26 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, sur ce lien qui unit des professeurs à des élèves? Par exemple, vous-même, est-ce que vous aviez eu un professeur qui vous a donné cette vocation? Alors, je ne me souviens pas trop, étonnamment, d'enseignants de primaire. En revanche, dans le cours de ma carrière, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont donné envie de continuer. Et qui m'ont... Voilà, il y avait notamment une femme qui était enseignante en maternelle, qui était un peu plus âgée, qui parlait aux enfants comme elle parlait aux adultes, avec la même joie. Elle rayonnait, cette femme-là. Et dans sa manière de tisser des liens avec les enfants, j'ai travaillé un moment avec elle, on a fait des projets communs, notamment sur la musique et sur des contes pour enfants, ce qui m'a permis d'écrire des contes d'ailleurs. Magnifique, ces expériences de transmission. Marie-Chantal, est-ce que vous auriez aimé avoir Gérard comme professeur? Bah oui, bien sûr. Bah oui. Ça. Oui, évidemment. Bon. De votre côté, est-ce que vous avez eu envie de la retrouver, Madame Bourra, dont vous nous parlez depuis le début de l'émission? Ah oui, j'ai toujours eu envie de la retrouver, mais je voulais la retrouver une fois que j'aurais accompli pas mal de choses dans ma vie, une fois que... Juste pour lui montrer ce que vous avez accompli grâce à elle. Oui. Hein? Oui. Ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Qu'elle puisse être fière de ce qu'elle vous a transmis. Oui. Malheureusement, il y a quelques mois, j'ai justement voulu la retrouver. Et, vous avez essayé de la retrouver? Oui.
Et Comment par le collège. Ouais. Elle était prise, du coup, enseignante, elle était à la retraite. Et page jeune, Facebook et tout ça, ça n'a rien donné. Il paraît que vous avez même conservé l'une de ces lettres que vous devez relire de temps en temps. Oui, Vous l'avez avec vous? oui. C'est une de ses lettres et une de ses cartes. C'est personnel, vous n'avez pas envie de nous la lire peut-être? Un petit passage, un petit passage alors. Parce que le reste, c'est un peu personnel. Elle m'a dit, je suis sûre que tu as obtenu de bons résultats au premier trimestre. Tu ne m'en parles même pas. Bon courage dans la poursuite de tes études. Bien affectueusement, Madame Bourra. Puisque vous êtes là aujourd'hui, Marie-Chantal, c'est que j'imagine que vous avez envie de lui adresser un message. Peut-être que c'est pour vous une manière d'essayer de la retrouver aussi, d'être là? C'est surtout pour... parce que j'aurais aimé lui parler en face et la remercier en face. Si ça doit se passer par la télé, pourquoi pas. Ouais. Alors, évidemment, nous avons tenté de retrouver la trace de Madame Bourra grâce aux quelques informations que vous nous avez données. Son nom de famille, le collège où elle avait enseigné. Et bon, on a eu beaucoup de mal. Et effectivement, ça n'a pas donné grand-chose. Mais j'espère que votre participation dans cette émission pourra porter ses fruits. Bon, on n'y est pas vraiment arrivé. Ouais. Enfin, pas vraiment, mais quand même un petit peu. Finalement, on y est quand même vraiment arrivé. Ah oui? Ça fait 15 ans que vous ne l'avez pas vu? Eh bien, regardez. Non. Vous n'avez même pas changé. C'est gentil. Toi non plus, tu n'as pas changé. Tu es toujours la belle jeune fille, mais la jeune femme. Aussi belle, aussi gentille que je t'ai connue. Oh, merci. Merci. Elle voulait attendre le moment pour vous retrouver, le moment de pouvoir vous dire quel était son parcours et ce qu'elle avait pu réaliser. C'est le moment, non? De lui dire tout ça. Et je suis doublement émue. Déjà qu'elle ait fait la démarche, comme ça, de me retrouver, le témoignage de gentillesse et aussi le témoignage sur son parcours, parce que je ne connaissais pas vraiment. Enfin, je savais qu'elle avait eu un parcours très difficile, mais je ne savais pas toutes les épreuves auxquelles elle a été confrontée. Et oui, vous ne saviez pas tout ça, qu'elle Non, avait parce marché que, en pendant fait, 6 ans? Oui. En fait, on est à l'écoute des élèves, des enfants. Ils disent ce qu'ils veulent dire, mais on ne cherche pas dans leur passé, on ne cherche pas. Donc je savais qu'elle avait suivi des épreuves, je savais qu'elle était orpheline, j'avais eu l'occasion de voir sa tante, mais je ne savais pas qu'elle avait vécu de telles atrocités. Et je suis vraiment très, très émue. Et heureuse de la retrouver. Je la retrouve quelques jours connue. Marie-Chantal, du coup, vous n'avez plus rien à dire. Non, je voulais juste lui dire que personnellement, je trouve que finalement, la seule chose qu'on a à s'offrir les uns aux autres, c'est l'affection. Et vous avez dit, alors merci. Merci. Merci à toi aussi pour ce beau témoignage. Merci d'avoir Bon, David, alors à vous, hein, parce que moi je suis cueillie. Hein, j'allais me chercher un mouchoir. Bon, moi aussi je suis cueilli, je vais vous dire franchement. D'abord, je tiens à vous dire tous les deux que vous êtes très beaux.
Et pas simplement extérieurement, mais aussi intérieurement, et que ça se voit dans vos rapports. Combien de profs ont envoyé des lettres à leurs élèves? Ne serait-ce que ça, l'élève n'est plus dans ma classe, et je lui transmets encore la passion, je lui donne encore le goût d'avancer, d'aller plus loin. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Il y a une chose qu'on rencontre malheureusement trop parfois dans le monde de l'éducation, c'est ce que moi j'appelle le syndrome des chevals. Alors, Le syndrome des chevaux, non? non, le syndrome des chevals. Ah bon? Alors, on dit des chevaux, c'est vrai. Je vais vous donner un exemple. Je vous raconte une petite histoire. Je Vous suis avec ma connaissez, fille. Gérard, le syndrome Non. des chevals? Non. Bon. Je suis avec ma fille. On est dans un champ, il y a des chevaux. Et ma fille me dit, regarde papa, comme ils sont beaux ces chevaux. Premier réflexe, on ne dit pas des chevals, on dit des chevaux, ma chérie. Il y a une deuxième école. T'as raison, ils sont très beaux ces chevals. Ça, c'est plus complexe. Il va falloir lui expliquer qu'après, c'est pas ça. Et puis, il y a une troisième école qu'on retrouve chez la plupart des professeurs, qui sont des grands professeurs. Tu as raison, mon cœur, ils sont très, très beaux. Et c'est tout. Et là, on lit dans l'angoisse de tout le monde, c'est quand qu'on lui dit qu'elle s'est trompée. Mais on a le temps. On a tout le temps pour la faire grandir. C'est-à-dire que quand plusieurs semaines après, il y a des chevaux, que je lui dis, t'as vu ma chérie, comme ils sont beaux ces chevaux? Elle se dit, mon père est exceptionnel. Elle a raison. Mon père est exceptionnel. S'il veut que je devienne professeur ou animatrice télé, je deviendrai professeur ou animatrice télé. L'autre enfant à qui on dit pas des chevals, on dit des chevaux, il dit mon père c'est un crétin. Je suis en train de lui parler émotion, il me parle orthographe, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et la difficulté aujourd'hui, le mal qu'on a de souligner les choses positives et de garder pour soi ce qui est négatif. Et même si on sait qu'il y a des choses négatives, bah, de ne pas aller sur ce terrain-là et d'offrir de l'amour, d'offrir de l'attention, d'offrir des bonnes idées, d'offrir du positif. Regardez le résultat que ça donne. Regardez un enfant qui a vécu l'enfer. Regardez aujourd'hui avec quelle gentillesse, quel remerciement, puis quelle vie vous lui avez Mais là, offert. David, Génial. vous êtes en train de... C'est sûr que vous avez raison, mais là, tous les parents qui vous regardent se disent « Oh là là, j'ai critiqué, je me suis attardée sur le bulletin, Mais sur moi les aussi mauvaises parfois, notes, oh là là. moi aussi moi-même. C'est quand même difficile d'être toujours De temps en temps, positif. non, c'est vrai que c'est difficile d'être tout le temps positif, mais vous devez comprendre une chose, c'est que le cerveau humain ne perçoit pas la négation. Si je vous dis par exemple, ne pensez pas à Brad Pitt, Ça va être difficile. mesdames, ne pensez pas à Brad Pitt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le cerveau ne perçoit pas les négations, dès que je dis quelque chose de façon négative, l'enfant et l'être humain, pour le comprendre, il est obligé de se représenter la chose. C'est la raison pour laquelle quand on dit à un enfant « ne renverse pas ton verre », le verre se renverse dans la seconde. Parce qu'il y a un lien qu'on appelle le lien cognitivo-comportemental qui fait que quand j'ai quelque chose ici, je vais l'avoir dans le mouvement. Donc ces profs qui nous ont marqués, vous allez vous rendre compte d'une chose, ils ont tous le même point commun, ils sont tous positifs dans la façon de parler, dans la façon de souligner ce que fait de bien l'élève, de renforcer ça et de pas trop s'attarder sur le négatif. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, par exemple, ce qui me fascine dans ce que disait Marie-Chantal, c'est que jamais vous n'ayez cherché à connaître son histoire. Vous avez senti qu'elle allait pas bien, qu'elle était triste, qu'elle avait besoin d'attention. Comment vous expliquez que vous ne lui ayez jamais posé de questions? C'est par respect? Oui, et puis on attend que ça vienne de l'enfant lui-même, du jeune lui-même. Pour Marie-Chantal, je savais qu'elle avait quand même eu un parcours très difficile, qu'elle s'était retrouvée. Oui, je savais qu'elle n'avait plus ses parents, qu'elle était orpheline, mais je ne savais pas qu'elle avait comme ça marché pendant des années, qu'elle avait perdu sa grand-mère de vue. Et pourtant, elle venait effectivement, comme elle le disait, puisque j'ai eu l'occasion de voir en coulisses un petit peu son témoignage. Elle venait effectivement à la récréation, elle venait se confier à moi. Et comme notre classe était à l'autre bout par rapport à la salle des professeurs, elle m'accompagnait jusqu'à la salle des professeurs. Et puis, nous parlions ensemble de choses et d'autres. Lui redonner effectivement confiance dans la vie, lui redonner le goût de vivre, le goût de s'intégrer. Et vraiment, c'était une élève charmante, gentille, discrète, comme elle le dit. Elle était très, très discrète. Gérard, vous souhaitiez dire quelque chose? Oui, je pense que... Je vais reprendre ce que vous disiez. Je pense qu'on n'a pas besoin de connaître toute l'histoire de ces élèves, surtout s'ils ne nous en parlent pas. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui est triste, qui a du mal à apprendre, par exemple, c'est un enfant qui il y a quelque chose autour on n'a pas besoin de savoir pourquoi il est comme ça, mais on a besoin d'essayer de comprendre comment on peut faire
pour lui donner envie de savoir. C'est ça, être un Je bon crois prof. que c'est ça. Oui. Quel regard vous portez sur son parcours? Parce que je pense que si elle avait envie de vous retrouver, c'est surtout pour entendre ce que vous allez lui dire maintenant. Ben, je suis très fière. Alors effectivement, elle n'est restée qu'une année au collège puisqu'elle a eu la malchance d'arriver à 16 ans. Et arrivée à l'âge de 16 ans, on oriente les élèves vers une autre voie. Donc elle n'est restée dans le collège qu'une année. Mais c'était une élève très studieuse, courageuse, qui malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, essayait de positiver et puis vraiment de donner le maximum de ce qu'elle pouvait. Vraiment bon résultat. Je suis fière d'elle maintenant, je vois qu'elle a réussi. Vous l'attendiez, ce moment? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis montée au ciel, je vais redescendre tout à l'heure. Est-ce que vous allez vous revoir? Bien sûr, Bah bien oui, sûr. nos voisines ont oui. pris ça apparemment. Vous êtes Maintenant, voisine? au bout de- Alors, Est-ce que... moi, je sais pas, moi Elle j'habite en habite- 94. Ah oui, 80. Oui, mais c'est pas loin quand Non, même. c'est pas très loin. Pas loin. Bon, écoutez, je vous laisse savourer ce bonheur. Ouais, merci. Ah oui, après 15 ans, Ouais. c'est merveilleux. Et on n'imagine pas ce que ça va produire sur la suite de votre vie. Peut-être que ça va encore vous donner des ailes pour monter encore plus haut. Je parle du ciel, là, parce que vous y étiez, vous y êtes toujours, mais bon, Oui. le ciel en restant sur Terre, hein, on est Je vais bien finir d'accord. par redescendre, oui, t'inquiète. Bon, merci à tous d'être venus et de nous avoir fait partager ces jolis témoignages. Merci à David. J'espère que ça aura peut-être donné envie, je sais pas moi, susciter des vocations de prof, pourquoi pas, quand on voit ce que ça peut produire sur des personnalités. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. À tout de suite pour un nouveau numéro dans lequel nous reprendrons des nouvelles d'Hélène et d'Ossana. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Merci. Je comprends qu'elle vous a adoré. Hein. Dans quelques minutes, nous allons découvrir une histoire rare portée par un trio incroyable. Hélène a retrouvé la mère biologique de Marie, sa fille adoptive. De là est née une idée folle. De la faire venir en France pour qu'elle vienne vivre avec nous. Aujourd'hui, Marie vit aux côtés d'Hélène, sa mère adoptive, et d'Ossana, sa mère biologique. Comme j'ai ma maman aussi, du coup, je sais pas trop quelle place elle pourrait avoir. C'est comme une amie, comme une sœur, comme une mère. Elle est un peu tout à la fois. Pour découvrir la relation particulière qui unit Marie et ses deux mamans, rendez-vous dans un instant dans l'histoire continue. Jean-Yves René. Consentez-vous à prendre pour époux Philippe, Daniel, Henri. Oui. Philippe, Daniel, Henri. Consentez-vous à prendre pour époux Jean-Yves René. Ah oui. Bientôt, au sommaire de toute une histoire, le coup de foudre de Jean-Yves et Philippe. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Je prends un paquet de cigarettes. De loin, je vois Jean-Yves. Et oui, là, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce mec. On s'est suivis. Puis je lui ai dit, écoutez, on a sûrement des choses à se dire. Je lui ai demandé qu'on puisse marcher au bord de l'eau sur la plage. Il y a eu le premier bisou, en fait. Hein. Sur la bouche? Oui. Ça doit faire un drôle d'effet d'embrasser une moustache quand on n'est pas habitué. Une histoire imprévisible, mais irrésistible. Je me sentais un peu culpabilisé. Je me dis, t'y pensais et maintenant t'es passé à l'acte. Tu viens de voir ce mec que 2 fois et tous les jours tu penses à lui. Rien ne pouvait me faire penser qu'un jour, je basculais. On était mariés et en plus on avait des enfants. Donc le coup de foot est passé au-dessus de tout. Hein. Aujourd'hui, ils sont grands-pères et à la tête d'une famille très soudée. Je préfère voir mon père avec un homme heureux plutôt que de le voir avec une femme et pas vivre correctement. Pour moi, c'est bien. Très fier.
Je suis très contente, ils s'entendent bien, c'est merveilleux. Ils sont vraiment formidables, quoi. J'ai pas de belle-mère, mais j'ai 2 beaux-pères. Let's keep on going.